Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, qui est sorti très récemment, Violence et passion, aux éditions de l'Observatoire, Défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle. Ce que vous dites dans ce livre, c'est que le monde est violence et que cette violence a changé de forme. Oui, elle a changé de nature, elle a changé d'intensité. Nous avons vécu dans les années 2000 l'effondrement du capitalisme mondialisé. Ça a été le crack du capitalisme mondialisé. Et nous vivons dans les années 2010 une forme de dépression politique et géopolitique, avec d'un côté le djihadisme, la pression des démocratures, et à l'intérieur des démocraties, le choc du populisme. Avec la guerre qui, dites-vous, qui a changé de nature là aussi. La guerre change de nature en devenant un état permanent mêlant conflit et paix. Ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre, j'allais dire à l'ancienne. La guerre se mêle toujours à la paix et la paix à la guerre. La guerre est à l'état gazeux. D'abord, on sait la commencer, mais on ne sait plus la terminer. C'est le cas en Afghanistan, c'est le cas en Irak, au Mali, et en Syrie, ou au Mali où nous sommes directement concernés. Et puis, elle s'introduit aussi dans nos sociétés. Ça, c'est évidemment la conséquence de la mondialisation du djihad, avec une organisation, l'État islamique, qui est sans doute en train de perdre au Levant, mais qui à la fois exporte et se relocalise du Nigeria jusqu'aux Philippines, et surtout qui prend également la forme d'un réseau social au cœur des sociétés développées, et notamment au cœur de la société française. Alors tout ça se fait avec un contexte que vous décrivez parfaitement, qui est un grand renversement des équilibres. Je vous cite, « Un étonnant et dangereux renversement de l'équilibre international qui voit les États-Unis attaquer les valeurs et les instruments qu'il a mis en place après la Seconde Guerre mondiale, tandis que la Chine et la Russie se posent en défenseurs précisément de ce libre-échange et de l'ordre international de l'après-guerre. » Renversement incroyable. Voilà, on a deux grandes évolutions. D'abord, après l'effondrement de l'Union soviétique, on a cru à tort que la démocratie de marché allait régner partout. Et que ce serait la fin de l'histoire des guerres et des conflits. C'était une illusion tragique. On voit maintenant qu'en face des démocraties, on a une nouvelle forme de régime politique alternatif, les démocratures. Les démocratures, contraction de démocratie et dictature. Voilà, avec hommes forts, contrôle de l'économie et de la société, propagande massive et agressivité extérieure et hostilité aux démocraties à l'Occident. On a la Chine de Xi Jinping, mais aussi la Turquie d'Erdogan, par exemple. Et puis l'autre évolution spectaculaire et qui a vraiment s'est matérialisée en 2017, c'est le passage de témoin entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce que vous appelez le passage de témoin ? Sur le leadership. Les États-Unis étaient en retraite progressive, notamment sous Obama. Ils n'avaient plus une domination absolue de l'histoire du monde. Mais avec ils Trump, avaient décidé de ne plus avoir une domination absolue, d'ailleurs. Ils avaient décidé de ne plus exporter leur rôle de gendarme du monde. Oui, enfin, ils avaient accompagné le fait qu'ils avaient perdu le contrôle du capitalisme et puis du système mondial. Mais c'est vrai qu'avec Trump, ça s'est formidablement accéléré parce que le tournant protectionniste, xénophobe, et antilibéral, j'allais dire, des États-Unis, se traduit par la décomposition de leur leadership et de leur soft power. Et à l'inverse, ce qu'on avait vu à Davos l'an dernier, la Chine de Xi Jinping, et ce qu'on a vu surtout avec le 19e congrès du Parti communiste, la Chine de Xi Jinping avance désormais à visage découvert, et alors que les États-Unis ont encore des moyens de puissance, mais plus de stratégie globale, la Chine construit ses instruments de puissance, et elle a, elle, une stratégie globale avec le monopole du Parti communiste et le refus de la liberté politique à l'intérieur. Le fait que la Chine bénéficie en priorité, les entreprises chinoises, des dividendes de la croissance chinoise, la conquête de la mer de Chine et le leadership sur l'Asie-Pacifique qui devient le nouveau centre du monde, et la projection avec les nouvelles routes de la soie, les 900 milliards de dollars, pour conquérir aller vers l'Occident, les infrastructures, pour par exemple encercler l'Inde au passage, et aussi pour, j'allais dire, retourner contre l'Occident et les démocraties, les instruments que sont le capitalisme et les technologies. Et ça, c'est vrai aussi en Europe, où comme l'Europe du Sud était dans une situation financière désespérée, c'est la Chine qui a refinancé l'Europe du Sud. Vous dites retourner contre l'Occident, les armes dont vous parliez. Ça veut dire que la Chine est dans une stratégie d'agression ? Est-ce qu'elle est dans une stratégie de domination parce qu'elle est le pays, le continent dominant, ou est-ce qu'elle est dans une stratégie d'agression ? Elle est dans une stratégie de conquête du leadership à long terme,
rationnelle, donc si possible en évitant la violence ouverte ou la guerre, mais en avançant. Et par exemple, il va y avoir quelque chose de déterminant dans les prochaines années, c'est que la Chine construit un Internet chinois et qu'elle va utiliser la transformation d'Internet qui se privatise de plus en plus à cause des contraintes pour les véhicules autonomes, à cause du fait que si on veut faire de la télémédecine, on ne peut plus avoir de neutralité du net. Et la Chine est en train de construire un Internet chinois qui entend prendre l'avantage sur l'Internet tel qu'il a été conçu par les Américains à l'origine. Alors précisément dans la montée des démocratures, vous dites que ces montées sont accompagnées d'une guerre de l'information. On y est. Cette guerre d'information qui passe par la domination des réseaux, les fake news et tout ce qu'on a connu. Oui, mais exactement. Et l'intervention directe au cœur des processus démocratiques. On sait qu'on a beaucoup parlé des interventions russes dans la campagne américaine, mais elles ont existé aussi avec des comptes Twitter factices pour le Brexit et pour le référendum catalan. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'activités Internet et Twitter venant du Venezuela et de Russie. Montée de l'armement aussi, donc guerre de l'information, guerre de la tension, en tout cas de l'équipement militaire. Vous dites que l'Asie dépense désormais 100 milliards de dollars de plus que l'Europe pour sa défense. Oui, l'Europe est un continent qui est un continent vieux, riche et désarmé face à tout autour, on constate qu'il y a des crises partout, et qu'autour, elle est cernée par des peuples qui sont jeunes, pauvres et surarmés. Pour donner une idée, aujourd'hui, 320 millions d'Américains consacrent 700 milliards de dollars à leur défense, et l'Europe, nous sommes 550 millions, nous consacrons 220 milliards de dollars à notre défense. Et c'est vrai que nous comptions sur les Américains, mais la grande nouveauté... Voilà, bien sûr. Donc, l'Europe est un continent qui est aujourd'hui fait face à un environnement beaucoup plus dangereux, qui a perdu sa réassurance stratégique par les États-Unis et qui donc est en quête d'une stratégie et doit s'organiser maintenant pour prendre en charge sa sécurité. C'est pour ça que l'avenir de l'Union, c'est la sécurité. La France dans tout ça, vous êtes un essayiste libéral proclamé, mais on sent dans votre livre, que vous faites aujourd'hui confiance à Macron. Oui, il y a incontestablement des progrès nets, et en même temps, sur ce champ du régalien, incontestablement, derrière le psychodrame de la démission du général de Villiers, on sent qu'une des faiblesses de ce pouvoir, c'est sa grande méconnaissance des fonctions régaliennes de l'État, qui s'exprime par exemple aujourd'hui avec la crise des prisons. Oui. Et donc, autour du problème clé de la dépense publique, on sait que c'est là-dessus que ce quinquennat va réussir ou échouer. Qui n'est pour l'instant pas traité, ce problème n'est pas ouvert en quelque sorte. Il n'est pas traité sur le niveau de la dépense, il n'est pas traité sur la qualité de la dépense, car nous savons qu'il faut aussi réorienter les dépenses publiques vers l'investissement d'un côté et vers les fonctions régaliennes de l'État, la défense, la sécurité intérieure, la justice, qui sont aujourd'hui des parents pauvres et qui créent un vrai problème pour l'État. Pour l'État, pour la qualité du service pour la République public, et pour les citoyens, parce que l'insécurité intérieure et extérieure est une des causes clés du populisme. On sent en vous lisant que jusqu'à présent, Emmanuel Macron a plutôt bien réussi, mais vous dites attention à l'euphorie, la menace guette de ne pas être suffisamment concentré sur les périls qui sont encore devant nous. Je parle d'Emmanuel Macron. Il faut profiter de cette fenêtre un peu miraculeuse qui s'ouvre à nous parce qu'elle ne durera pas. Donc de fait, on ne peut pas céder ni à l'euphorie, ni à la complaisance, ni à l'arrogance. Il faut lire Nicolas Bavrez, Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire. C'est aux éditions de l'Observatoire, une jeune maison d'édition, mais animée par des personnalités du monde de la littérature. Ça montre que la France innove, y compris dans l'édition. Merci Nicolas Bavrez. Merci.